et bienvenue mesdames et messieurs à ces échos de l'école des communicateurs. J'ai entendu qu'il y a un dossier. Il n'est pas responsable. J'ai entendu il y a que des gens qui ont commencé à battre en face parler de... Qui ont idéologie. Pacte pour la paix et les bien vivre ensemble dans le pays et dans les Grands Lacs, c'est une initiative organisée par l'ECC et la SENCO et les consultations se poursuivent. Consultations qui sont faites par des organisations ecclésiastiques. Nous reviendrons sur les probables dialogues qui pointent à l'horizon. Quel objectif réel pour ces dialogues? Une analyse approfondie aujourd'hui avec nos invités pour essayer de décrypter les contours mais aussi les pourtours de cette situation, de cette question majeure pour notre pays, car nous savons que les tournants en République démocratique du Congo, c'est comme un cirque autour duquel nous tournons en rond. Chaque président qui vient vers la fin de son mandat, de ses 2 mandats, il y a toujours des dialogues politiques qui s'organisent. On se souviendra de celui organisé en 2016, bien avant le départ de Joseph Kabila, alors président de la République. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, il y a encore un autre dialogue qui profile à l'horizon, qui pointe à l'horizon. Chers fidèles téléspectateurs, vous suivrez les analyses approfondies autour de cette question de ces probables dialogues. Les consultations, comme je l'ai dit, sont en cours. Il y a des personnalités politiques, de la société civile, des journalistes, mais aussi des jeunes et des femmes qui sont en train d'être consultés en ces moments au centre, dans la salle de conférence de la SENCO. Nous reviendrons aussi sur l'impact de la guerre dans la partie est du pays sur l'économie congolaise. Quel impact réel et quelles sont les mesures économiques qui peuvent être prises pour essayer de contraindre la crise économique et la crise humanitaire qui se vit dans cette partie du pays, car les vies humaines sont en péril. Fidèles téléspectateurs, nous avons reçu aujourd'hui Dani Mukendi, économiste publiciste, qui va essayer d'aborder cette question pour nous donner les caractères scientifiques, mais aussi des conséquences dont nous ferions face sur les plans économiques, mais aussi sur les plans économiques. Nous avons aussi reçu un internationaliste, Jonathan. Monsieur Jonathan sera là aussi avec nous. Il va décrypter toutes les questions qui seront posées, mais aussi un communicologue, journaliste en formation, Eli Mwamba, avec qui nous allons décrypter les questions autour de ces 2 grandes thématiques. Comme vous le savez aussi, il y a un sommet qui s'organise, les sommets bipartites, CAC et SADC. La question de la guerre dans la partie est de la RDC sera à la table. Nous essaierons aussi de voir dans quelle mesure la République démocratique du Congo pourra obtenir gain de cause dans cette diplomatie qui est en train d'être menée. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre émission Écho de l'école des communicateurs sur les antennes de CML13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Eli Mwamba, vous prenez la parole en premier. Que pensez-vous de ces probables dialogues, de ces consultations d'abord qui se font au niveau de la SENCO? Et nous rappelons qu'il s'agit là de la SENCO d'une part et d'autre part de l'ECC qui consulte des personnalités politiques en vue de leur approbation pour les futurs dialogues dans cette crise qui se vit dans notre parti. Merci beaucoup Jonas Champa pour la question. Bien avant de l'aborder, je voudrais ici d'abord saluer les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment et exprimer aussi mon sentiment de tristesse par rapport à la disparition de notre confrère Apan qui venait de nous quitter il y a de cela un jour. Alors c'est toute la presse congolaise qui est endeuillée. Alors en tant que journaliste, je ne pouvais pas passer sans pour autant adresser mes sincères condoléances à toute la communauté de la presse. En fait, les consultations, comme vous venez de le dire, je suis d'avis en tant que Congolais pour
chaque démarche qui entraîne dans le processus de trouver la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que c'est une grande question et cela nécessite quand même que les gens se retrouvent tout autour d'une table de manière à pouvoir en discuter. Mais seulement, je me pose des questions. Donatien Cholé, qui est à la base de ces consultations, est-ce d'abord opportun, ces consultations sont-elles opportunes au moment actuel, pendant que notre pays est agressé par les troupes rwandais des M23? J'estime que la question ne doit pas nécessairement répondre aux besoins qui se trouvent sur le terrain. Pourquoi? Nous savons comment les choses se passent dans notre pays. Les consultations sont toujours objets à pouvoir recourir à des postes ministériels, à des postes de tout genre. Alors, le Congo est un pays démocratique et penser à pouvoir réfléchir sur la question de l'Est de la République, ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, est-ce que c'est le moment? Lorsqu'il y a eu la prise... Oui, nous sommes dans une situation sécuritaire. Il y a des gens qui meurent du jour au lendemain. Pendant que nous sommes en train de causer, d'analyser et aussi de discuter autour de ces questions, il y a des Congolais qui nous suivent de partout. Ils savent que notre pays est en guerre. Mais pendant que nous sommes en guerre, vous dites qu'il faut que les gens puissent échanger, qu'ils puissent parler autour de ces questions pour essayer de trouver solution. Vous l'avez sitôt dit, que vous êtes d'accord du fait que la recherche de la solution peut provenir de partout. Mais quel peut être le cadre propice si pas ces dialogues et ces consultations qui sont organisées au niveau de la SENCO et de l'ECC? Oui, je venais de le dire, je suis d'accord pour toute démarche plutôt qui va dans le sens de retrouver la paix à l'est de la République. Seulement, je trouve ça inopportun. Pourquoi? Parce que au moment où nous sommes en train de prendre beaucoup de temps à pouvoir se consulter, à pouvoir se réunir, trouver des terrains d'attente, tout ça, de l'autre côté, ça brûle. Et pendant ces temps-là, des morts que nous sommes en train d'enregistrer tous les jours, est-ce que nous pouvons toujours supporter cela? Non. Qu'est-ce que vous proposez? Pour aller un peu plus vite, moi j'estime que à l'étape actuelle, nous sommes dans une démarche de riposte. Nous devons riposter. Nous devons mobiliser les moyens matériels et logistiques, bien évidemment, pour pouvoir attaquer l'ennemi. Parce que quand l'ennemi vous agresse, vous allez, oh non, mettons-nous autour d'une table. Lorsqu'il y a eu la prise de Bunagana, pourquoi n'y a-t-il pas eu de consultation? Pourquoi il fallait seulement attendre que Goma soit attaqué pour que nous nous mettions autour d'une table? Les consultations, nous savons comment est-ce qu'elles se passent dans notre pays. Elles finissent par des postes. Elles finissent par des postes. Non seulement ça prend beaucoup de temps. Il faut consulter tel. On voudra bien évidemment consulter aussi Champa parce qu'il s'agit ici du partage de gâteaux. Je suis congolais, je peux être consulté, pourquoi pas? Oui, vous pouvez être consulté, mais pendant ces temps, c'est que l'ennemi est en train de nous faire à l'est de la République. Non, ça profite à qui? Puisqu'on consulte, les efforts pour arrêter, stopper l'ennemi doivent aussi être en pause, non? C'est-à-dire qu'on consulte d'un côté pour trouver un consensus au niveau interne, pour que tous puissions parler le même langage, et de l'autre côté, il y a des efforts sur le terrain pour justement éradiquer cette insécurité. Oui, les consultations, c'est bon. Mais maintenant, ça va aboutir à quoi? À un dialogue. On connaît déjà, parce que je venais de suivre, l'abbé Cholé, il a dit que non, nous devions inclure même des personnes ayant des armes. Donc, d'après son idée,
On doit même prendre les Nanga et consorts doivent être consultés, doivent prendre part au dialogue. Quelque chose que d'aucun des Congolais ne pourra en aucun cas supporter. Parce que nous savons que ce n'est pas pour la première fois qu'il y a dialogue dans notre pays. Vous vous souviendrez plutôt en 2023, il y a eu un dialogue de Sun City en 2003 plutôt, il y a eu ce dialogue-là, ça a abouti à des créations de bien d'autres groupes de rebelles qui jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas toujours à... Même les M23 que nous avons aujourd'hui, c'est une résultante des CNDP, si je ne me trompe pas. Il y a répétition comme ça, la production des groupes armés et consorts qui surgissent à la suite de certains dialogues. Pour eux, les décisions prises ne sont pas respectées et consorts, mais nous voulons que cette fois-ci ça puisse s'arrêter parce que nous en avons marre. Jonathan, vous avez la parole. Merci pour la parole, nous voulons savoir qu'est-ce qu'il faut en ces moments et quel est l'objectif réel de ces dialogues. En quoi ces dialogues pourraient aider les Congolais à sortir finalement de ces bourbiers dans lesquels on se retrouve, de ces massacres, de ces morts d'hommes, de ces crises humanitaires et économiques dans lesquelles nous sommes plongés aujourd'hui. Merci pour la parole, monsieur le journaliste. Pour moi, je pense que cette histoire du dialogue n'est pas vraiment importante parce que selon l'approche historique, nous avons eu à organiser des dialogues qui n'ont rien abouti. Souvenez-vous, le gouvernement de 1+4, qui est le fruit de notre dialogue, la conférence nationale souveraine, qui est aussi un dialogue. Mais qu'est-ce que ces dialogues nous ont apporté? N'est-ce pas, nous retombons encore dans la même situation. Mais les dialogues... Surtout que la plupart des dialogues qu'on organise dans notre pays aboutissent à des partages de gâteaux. Et au finish, il n'y a pas la part du peuple et la situation continue. Parce que avec ces schémas de dialogue, nous arrivons à identifier très mal le problème ou la cause. Avec cette histoire de dialogue, nous arrivons à identifier très mal la cause. Oui, allez-y. Avec cette histoire de dialogue, nous arrivons à identifier très mal la cause plutôt. Ce qui se passe dans l'Est... S'il vous plaît, vous étiez en train de dire que les dialogues qui a produit les 1+4 n'a pas produit des résultats escomptés. Mais nous savons que ces dialogues-là, c'est les dialogues à l'issue desquels nous avons aujourd'hui une constitution. C'est les dialogues à l'issue desquels nous avions organisé des élections démocratiques. C'est les dialogues à l'issue desquels aujourd'hui les institutions du pays reposent, sont battues sur base des consensus qui ont été trouvés justement à partir de ces 1+4 là. Comment ne pouviez-vous pas accorder ne serait-ce qu'une chance à ces nouveaux dialogues qui profilent à l'horizon pour que finalement la solution peut-être à la sécurité proviendrait de là, à partir du moment où les Congolais frustrés reviendraient sur la même table et que ceux-ci feraient un sursaut patriotique pour finalement sauver la patrie. Bien sûr, il y a eu quelques retombées du dialogue de Sun City qu'on venait de dire, mais l'objectif principal c'était de mettre fin à l'insécurité. À l'époque, il existait des mouvements rebelles. Oui. La même situation se répète, parce que nous arrivons à identifier très mal les problèmes. Nous négocions avec les sous-traitants, nous laissons les vrais acteurs qui sont derrière les différents mouvements de rebelles qui sèment l'insécurité dans la partie est de la République. Pour moi, je pense que, d'abord, nous sommes en face d'une crise sécuritaire et non politique où les acteurs politiques doivent se mettre pour essayer de trouver un compromis. Et à la crise sécuritaire, c'est au gouvernement qui fait partie du pouvoir exécutif de répondre. Effectivement, c'est pourquoi moi je propose que le président puisse créer une commission scientifique composée essentiellement des experts dans les domaines ci-après, géostratégie, géopolitique, résolution des conflits. Cette commission sera chargée d'étudier d'une manière approfondie la vraie cause de l'insécurité qui sévit dans l'Est et d'essayer de proposer des pistes de solutions allant dans les deux sens, sur le plan diplomatique et stratégique.
Partant de cette démarche, nous arrivons à avoir des résultats escomptés. Parce que nous, dans notre pays, nous avons réglé tous les problèmes politiquement. Dans notre pays, nous n'accordons pas l'importance aux scientifiques. Notre pays ne puisse pas avancer. Sous d'autres récits, lorsqu'il y a un problème qui se pose dans la société, on fait recours aux scientifiques. Le premier à être consulté, ce sont les scientifiques. Nous avons essayé de régler plusieurs fois cette problématique liée à l'insécurité politiquement. Ça n'a pas abouti. Cette fois-ci, il faut aller à l'angle scientifique. Oui, espérons que les choses vont aller très bien. Vous-même, vous êtes scientifique. Effectivement. Qu'est-ce que vous proposez en dehors de la commission dont vous estimez que s'il y a des géostratèges dans cette commission-là et des gens qui ont de l'expertise en matière de sécurité, ils pourront pondre des réflexions qui pourraient aider les pays à avancer. En dehors de ça, vous avez cité aussi qu'il y a des sous-traitants. Pensez-vous que si aujourd'hui, parce que notre pays refuse de coopérer justement, de négocier avec les sous-traitants, et que, entre-temps, les bourreaux qui sont les Rwandais ne veulent pas rétropédaler. Quelle voie peut-on adopter? Doit-on tenir jusqu'au bout à la diplomatie ou il faut envisager d'autres options? Moi, je pense qu'avec cette commission, il y aura des propositions allant dans le sens diplomatique. C'est quel plan diplomatique devons-nous mettre en place pour pouvoir pousser les grandes puissances qui sont derrière, le M23, Rwanda, d'abandonner, de soutenir le M23 et Rwanda pour qu'on sorte, de venir négocier directement avec la République démocratique. C'est un travail qui peut être fait que par les scientifiques et non par les politiciens. Parce que la vraie cause de l'insécurité, c'est le vouloir contrôler l'espace vitaux de la République du Congo par les grandes puissances. Et il n'y a pas un autre moyen que les grandes puissances peuvent contrôler nos ressources stratégiques et par l'insécurité. Alors nous devons mettre en place un plan diplomatique qui va nous permettre de convaincre ces grandes puissances qui soutiennent à tout moment l'insécurité dans la partie Est de venir négocier directement avec nous. Nous avons des scientifiques dans ces pays qui sont capables de nous brandir un plan diplomatique cohérent, susceptible de convaincre, de persuader ces grandes puissances de venir négocier avec nous diplomatiquement. De l'autre côté, de redéfinir notre politique de défense, parce que avec cette politique de défense, nous n'arrivons pas à sécuriser notre pays. Nous sommes un État, sur le plan géopolitique, muni des ressources stratégiques. Et ce qui fait de nous l'objet de convoitises et d'agressions par d'autres États. Par rapport à cela, nous devions mettre en place un système défensif capable de résister à toute forme de menace. Malheureusement, nous n'avons pas une bonne armée, dépourvue de moyens logistiques, matériels, financiers. C'est pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à sécuriser nos ressources stratégiques. Mais qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Pour y arriver, il faudrait mettre en place des propositions sur le plan diplomatique et stratégique. Quelle politique de défense que nous devons appliquer? Quelle diplomatie que nous devons avoir dans notre pays? Parce que l'actuelle politique étrangère a montré ses limites. Soyons concrets. Oui. Soyons concrets. Quand vous regardez l'organisation hiérarchique et structurelle de nos institutions, quelles sont les institutions ou quelle est l'institution habilitée à produire cette politique sécuritaire? C'est l'institution président de la République, parce que c'est le président de la République qui définit la politique étrangère de la nation. Okay. Dès lors que la politique étrangère de notre pays nous a pas permis d'atteindre les objectifs sécuritaires, cela nous amène à dire que nous devons redéfinir cette politique étrangère. Parce que si notre politique étrangère était active, on aurait dû obtenir des résultats escomptés par rapport aux objectifs poursuivis par notre politique étrangère. Maintenant, quelle différence vous faites entre la diplomatie agissante qu'on a entendue tout au long du premier mandat, même au début de ce second mandat, et la politique étrangère que vous qualifiez aujourd'hui d'inefficace?
La diplomatie agissant tant que certaines personnes pensent... Qui n'existe pas scientifiquement. Je ne sais pas. Scientifiquement, ça existe parce que si cette diplomatie était agissante, on aurait obtenu des résultats poursuivis par notre politique étrangère, parmi lesquels la restauration de la paix dans la partie Est. Dès lors que cette politique étrangère ne nous a pas permis d'atteindre cet objectif, ça prouve que notre diplomatie n'a pas été efficace. Soit il faut la redéfinir. Et ce travail pourrait être fait par des éminents scientifiques et experts que nous avons dans ces pays. Nous avons à Linikin, il y a tout un département des relations internationales où on retrouve des experts en diplomatie, en géostratégie, des gens qui maîtrisent bien des questions de diplomatie et de stratégie. Vous êtes même les fruits de cette université. Effectivement, parce que dans notre pays, nous n'avons pas la tendance d'accorder l'importance aux scientifiques. Nous voulons tout régler politiquement et nous oublions que c'est les premières personnes qui réfléchissent dans la société. Merci Émile. Donc, vous êtes ici contre les dialogues politiques. Vous ne voulez pas qu'on puisse régler la question sécuritaire politiquement. Mais sachant que tout s'est mis vers la politique, il faudrait qu'on puisse trouver des justes voies pour arriver à mettre finalement hors d'état de nuire tous les groupes armés qui sévissent dans notre partie est du pays, parce que la République démocratique du Congo doit rester une et indivisible. Et les institutions travaillent pour ça. Merci beaucoup, Émile, pour cette pertinente analyse à la première question. Je passe directement la parole à Dani Mukindi, qui est économiste publiciste. Mais Dani, quels enjeux gravitent autour d'abord du dialogue et quel peut être l'objectif ou l'impact réel de ces dialogues pour arriver à régler la question d'insécurité? Parce que quand j'ai suivi les titres, c'est Pacte pour la paix et le vivre ensemble dans les pays et dans les grands lacs. Donc, pacte pour la paix et le vivre ensemble dans les pays et dans les grands lacs. Là, ça inclut aussi la négociation ou les consultations pourraient peut-être aussi inclure les pays de la sous-région parce que nous sommes condamnés à vivre avec eux. Que pensez-vous de ce processus de paix qui est finalement déclenché? Merci beaucoup pour l'octroi de la parole. Je tiens avant tout à remercier les présentateurs de cette émission et aussi ma pensée pieuse va à l'endroit de tous nos concitoyens qui sont à la partie est du pays, qui sont en train de passer par des moments très difficiles, des situations très macabres. Certains sont malades, ne savent même pas où aller prendre les soins parce que les hôpitaux sont vraiment débordés et nous partageons cette peine avec eux. Donc, les amis de Goma, les amis de l'Est de notre pays, nous sommes de cœur avec vous. Et pour essayer de répondre à cette question, déjà dans l'entrée de jeu, je trouve inopportun cette démarche. Et je vais me justifier pourquoi je l'ai dit si haut. Déjà, les amis qui m'ont précédé ici, le camarade Jonathan a essayé d'épingler le dialogue que nous avons eu, bien que le camarade a si bien parlé de ses faiblesses, peut-être simple pour autant tenir compte de quelques portées de ces dialogues. Mais moi, j'estime que les dialogues que nous avons eus jusqu'ici n'ont pas vraiment eu de portée par rapport à l'attente de la population. Parce que, en grosso modo, si nous pouvons nous mettre d'accord par rapport à la démarche de ces dialogues, c'était dans le but de résoudre cette situation, ce problème qui sévit à l'est du pays depuis des décennies. Exactement. Donc la démarche, c'était ça. C'était, nous allons autour de cette table pour négocier, pour mettre des stratégies possibles pouvant nous aider à éradiquer cette agression rwandaise. Mais ça n'a pas été le cas. Dans la plupart des cas, quand nous sortons de ces dialogues, il y a plus d'opportunistes, c'est-à-dire il y a des individus qui en profitent. C'est-à-dire X personnes qui avaient pris part a besoin qu'à la fin de ces dialogues, qu'ils puissent quand même être positionnés quelque part, mais on voit que l'intérêt suprême n'est pas pris en compte.
L'intérêt suprême n'est pas pris en compte. Alors, moi, je me dis que c'est vraiment inopportun que nous allions encore dans cette démarche. Mais si vous refusez les dialogues, vous voulez qu'on prenne quelle voie? Qu'on emprunte quelle voie? Logiquement parlant, à ce niveau où nous sommes, je pense que le gouvernement de la RDC doit vraiment réunir toute sa force pour essayer de riposter à ce qui sévit à l'est du pays. C'est-à-dire, si nous devrions encore aller sur les tables pour négocier, la situation va continuer encore à s'empirer et nous risquerons maintenant là aussi de perdre l'autre partie qui est déjà en train d'être attaquée, c'est-à-dire le Bukavu. Et la situation va encore aller à s'empirant. Moi, je pense qu'à ce niveau, on doit normalement riposter, c'est-à-dire on doit disponibiliser les moyens qu'il faut pour renforcer l'armée, renforcer les stratégies nécessaires qu'il faut pour barrer la route à l'ennemi. Oui, Dani, mais voyez-vous tous les acteurs politiques de notre pays aujourd'hui se réunir pour se battre afin que la paix du pays pour lequel ils précipitent la présidence, du pays pour lequel ils sollicitent et cherchent mordicus les postes ministériels et d'autres postes de responsabilité. Voyez-vous ces gens se réunir aujourd'hui pour essayer et parler le même langage? Moi, je ne pense pas que ces gens, s'ils se réunissent aujourd'hui, ça sera pour parler le même langage. Peut-être ils peuvent arriver à parler le même langage s'ils trouvent que leurs intérêts sont garantis. Alors, je trouve vraiment inopportun que nous allions dans cette démarche. Moi, je pense que le gouvernement en place doit vraiment réfléchir, réunir son courage pour arriver à riposter. Et pour moi, c'est le seul moyen efficace. C'est-à-dire, en ce moment où nous sommes, nous pouvons voir dans la mesure du possible comment chercher des alliés qui seront fiables pour nous accompagner dans cette démarche de nous battre avec les agresseurs, en lieu place de chercher d'abord en interne des négociations inutiles qui ne vont rien apporter à la République. Mais comment vous pouvez refuser les négociations pendant que, quand le pays est attaqué, il faut mobiliser tout le monde. Il faut mobiliser vraiment tout le monde pour que tous ayons un seul objectif, mettre fin à l'insécurité. Normalement, ne voyez-vous pas Kabila aujourd'hui, Tshisekedi, Fayoulou, Katumbi, Sesanga, ainsi que le reste des acteurs majeurs se réunir aujourd'hui pour finalement pondre des réflexions afin que l'ennemi soit bouté dehors? Déjà, il faut préciser une chose. Oui. C'est de la République démocratique du Congo qu'il s'agit. Et tous ces noms que tu viens de nous citer, nous les considérons comme les citoyens de cette République. C'est-à-dire, c'est ce qui sévit à la partie est du pays nous concerne tous. C'est-à-dire, s'il faut normalement se réunir pour discuter, pour proposer des solutions pour ceux qui en ont bien sûr, il ne nous faut pas seulement la voie d'un dialogue. Pas forcément aller dans le sens de réunir les gens pour un dialogue. Ça allait aussi être mieux voir ces gens-là solliciter un moment d'échange avec le gouvernement en place s'ils estiment qu'ils ont des bonnes propositions qui peuvent aider la République à pouvoir remédier à cette situation. Donc je pense que ces gens-là, ce sont des opportunistes qui cherchent par quelle porte entrer pour pouvoir conserver ou encore chercher à obtenir, à briguer certains avantages au pays. Merci beaucoup. Élie, vous suivez de très près la situation. Il y a des consultations, il y a des personnalités qui sont consultées, de la société civile, tout comme des personnalités du monde politique, qui sont consultées du jour au lendemain par ces mécanismes qui est finalement déclenché. En dehors du fait qu'on a déjà des prérequis en termes de résultats qu'on constate souvent quand il y a dialogue, pourquoi voyez-vous seulement le partage des postes et non la recherche de la paix dans les pays et dans le Grand Lac tel qu'intitulé? Pourquoi vous avez toujours les yeux rivés vers les postes? Parce que pour travailler aussi, on aura besoin d'avoir ces pouvoirs-là afin d'exercer son autorité. Si jamais l'expertise se trouve dans les camps de l'opposition, finalement on fera recours et ça passera
par une nomination. Pourquoi trouvez-vous que ces mécanismes-là, cette procédure-là, cette approche est toujours mauvaise pour arriver à la solution? Oui, cette approche est mauvaise. Je soutiens ça parce que, de par l'histoire, ce n'est pas pour la première fois qu'il y a dialogue. Il y en a eu autant. Et ils ont abouti à de mêmes résultats. Nous sommes dans la logique de la psychologie élémentaire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, quand vous avez quelque chose qui n'aboutit à rien, il faut changer de stratégie. Et la question qui me revient toujours en tête, lorsqu'il y a eu l'insertion des rebelles à Bunagana, pourquoi on n'a pas entamé cette démarche? Il fallait seulement attendre que Goma soit récupéré pour que nous nous mettions autour d'une table et avec des résolutions qui ont été déjà adoptées il y a longtemps, que beaucoup de Congolais ne donneront jamais leur aval. Pourquoi, Jonas, vous conviendrez avec moi ici que aucun Congolais ne voudra que un M23 puisse, par exemple, devenir ministre de la Défense. Parce que c'est ça, vous connaissez déjà ce qu'ils ont besoin. Maintenant, en tant que pays, vous dites déjà ne pas être de cette partie-là. Il faudra entamer d'autres démarches. Jonas, vous savez, dans notre pays, il y a des gens qui réfléchissent et qui peuvent carrément trouver la solution pour pallier à cette... Au gouvernement, n'y a-t-il pas des gens qui réfléchissent et qui peuvent trouver la solution? Non. Au gouvernement, je dois vous le dire la vérité, il n'y a que des gens qui sont là pour des intérêts privés. Il n'y a pas de personnes qui sont là pour la cause noble de notre pays. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est en rapport avec la croissance de la situation qui se déplore de plus en plus. Qui se dégrade de plus en plus. Mais bien évidemment. Parce que si, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, si et seulement s'il y a eu un effort concentré sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, il n'y aurait jamais eu la prise de Bunagana. Aujourd'hui, on parle de Goma. Demain, on ne le souhaite pas, mais Goma, on ne le savait pas. Donc, nous vivons dans la distraction pendant que l'ennemi de l'autre côté, il s'arrange. Moi, j'ai des solutions pour pallier au problème d'insécurité à l'est de la République. Vous savez, depuis que Kabila était au pouvoir, il a fait 18 ans. Tshisekedi est venu, là, tout au plus 6 ans. 6 ans. Lorsque vous additionnez, vous avez une affaire de 24 ans de règne. Pendant ces temps, s'il y a eu un collège, je dirais des personnes qui on les a formés pour rendre le pays industrialisé. Parce que les armes que les M23 utilisent pour tuer nos populations à Goma sont produites plutôt par nos minéraux. Si au niveau interne, nous avons une politique d'industrialisation, nous produisons nous-mêmes ces armes et aussi nous enrôlons beaucoup de jeunes au sein de l'armée. J'estime que l'affaire de l'insécurité à l'Est n'aura pas lieu. Il y a eu des dialogues. En tant que journaliste, on s'attendait ici au processus de paix de Luanda. Tous avons entendu ça pour que nous puissions trouver gain de cause par rapport à la situation sécuritaire à l'Est de la République. Vous en connaissez les issues qui n'ont pas été favorables. On tourne en rond avec les mêmes stratégies qui ne nous permettent pas d'avancer. Il faut aller riposter militairement, aller avec tous les moyens. Nous en avons les capacités et les personnes sont prêtes à pouvoir assumer cette responsabilité. Seulement si le gouvernement congolais essayait d'engager
un effort beaucoup plus pertinent de manière à en finir. Tu es prêt à rejoindre les rangs des forces armées parce que toi-même tu es jeune? Mais pourquoi pas? Il s'agit de la RDC. La RDC, ma patrie. Moi, je suis né des pères et des mères congolais. Quand je vois mes frères en train d'être tués à Goma, au nord Kivu, là-bas, ça me fait mal. Aujourd'hui, on parle de 3000 morts. Dans un espace de quelques jours seulement. 3000 morts. Vous trouvez ça normal? Depuis le déclenchement de cette guerre jusqu'à aujourd'hui, on parle de 10 millions de morts. C'est intolérable. Nous ne pouvons pas supporter ça. Et nous sommes là, nous attendons à ce qu'ils viennent à Kinshasa pour que nous puissions maintenant ajouter d'autres consultations sur consultations pendant que c'est notre population qui est en péril. Merci. Vous l'avez très bien suivi. Il dit être prêt à rejoindre les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo pour défendre sa mère patrie, Eli Mwamba. Merci pour ces pertinentes analyses. Nous continuons notre analyse. Jonathan, êtes-vous prêt aujourd'hui à rejoindre les rangs des forces armées de la République? Parce que vous-même, vous êtes jeune, pouvez-vous servir sous les drapeaux? Oui, pour la cause du pays, nous sommes prêts à défendre notre pays. Mais, vous savez, cette histoire, on en a marre. Parce que l'approche politique que nous avions utilisée pour résoudre cette problématique liée à l'insécurité a échoué. Nous voulons cette fois-ci utiliser l'approche scientifique. C'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure approche qui peut nous aider à mettre fin de manière définitive à cette guerre qui est... Tu prendras les armes ou tu seras du côté de la science, toi-même, personnellement? Mais... S'il faut que tu choisisses entre les bureaux stratégiques de réflexion et l'approche opérationnelle, tu seras de quel côté? Moi, je pense que je serai du côté de l'approche stratégique parce que je suis un intellectuel. Okay. Généralement, les hommes de terrain, ce sont des gens à des niveaux moyens. Et moi, j'ai quand même un savoir et par rapport à ce savoir, je peux m'en servir pour apporter quelque chose sur le plan stratégique. Parce que je suis international de formation, j'ai étudié des questions liées à la sécurité et diplomatique. Merci beaucoup. Et vous pensez aujourd'hui que Fayoulou, Tshisekedi, Katumbi et tout le reste, Kabila et consorts, peuvent aujourd'hui se réunir autour d'une table pour trouver finalement solution pour rejoindre les CC et la SENCO afin de trouver des solutions à la crise sécuritaire qui sévit dans notre pays? Quoique vous l'aviez sitôt dit que ces problèmes n'est pas forcément à régler politiquement. Oui, étant que Congolais, ils peuvent avoir aussi quelques propositions allant dans le sens sécurité ou diplomatique qui peut proposer au gouvernement pour essayer de s'en servir pour mettre fin à l'insécurité. Et surtout que c'est la République démocratique du Congo qui est agressée. Étant que Congolais, nous devons être sensibles face à cette question. Et rien ne les empêche, en tant que citoyens congolais et intellectuels, de proposer un plan, si le plan sécuritaire, et non sur le plan politique, parce que ça c'est une crise sécuritaire. Et il faudrait, la solution sera aussi sécuritaire et non politique. Et donc vous dites aujourd'hui que même si on parvenait à trouver un consensus au niveau interne, ça va demander en deuxième lieu qu'il y ait des mécanismes sécuritaires, militaires, des renseignements qui soient mis en place et appliqués afin finalement de mettre fin à cette crise. Effectivement, parce que comme je viens de dire que c'est une crise sécuritaire, ce sont que des scientifiques sur la matière qui peuvent réfléchir, essayer de proposer des pistes de solutions allant dans ce sens. Et non des politiciens. On sait bien comment les hommes politiciens de notre pays se comportent. À chaque fois, il y a une occasion pour se rassembler. Ils se présentent tous avec leur agenda caché, qui est souvent lié au partage du gâteau et tout consort. Moi, je pense que pour proposer un plan de sortie de crise sécuritaire, il faut nécessairement un dialogue.
tel que vous êtes comme Congolais, vous pouvez aussi avoir des propositions liées à ces sens en étant citoyen et non politicien. Exact. Donc pour moi, je pense qu'il faut plus aller dans le cadre scientifique, politique pour trouver définitivement ces solutions. Abbé Donatien Choli, vous qui êtes porte-parole de la SENCO, et avec vos collègues de l'ECC, essayez un peu de réorienter ces dialogues cette fois-ci. Que ce ne soit pas des solutions politiques aux problèmes sécuritaires, mais plutôt des solutions sécuritaires aux problèmes sécuritaires. Et ça nous évitera la recherche des postes, ça nous évitera les abus à la suite de la prise de pouvoir, parce que ces gens-là viendront finalement préparer les élections de 2028. On le sait. Ils viendront chercher un peu de moyens au gouvernement, ils viendront chercher un peu de moyens, je ne sais pas moi, comme mandataire, ainsi de suite. Et finalement, le nœud du problème restera. Et nous voudrons que vous puissiez changer de paradigme cette fois-ci. Que ce ne soit pas un mimétisme des dialogues passés, mais que ce soit quelque chose de nouveau, comme vous l'avez si bien intitulé, que ce soit une recherche véritable de solutions aux problèmes de sécurité, d'insécurité qui se vit dans notre partie est du pays. Et ça sera une bonne chose pour la première dans notre pays. Alors, Dani, vous prenez la parole. Quels sont les impacts réels sur le plan économique? En quoi cette guerre nous affecte? Parce que souvent, on dit que nous sommes une économie extravertie, fragile, ne produisant rien, n'exportant rien pour rapatrier les devises, ainsi de suite. Pensez-vous que cette guerre nous a encore beaucoup plus enfoncés et que le gouvernement pourrait s'en sortir sur le plan économique? Bon, merci une fois de plus pour la parole. Déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais dire l'impact de cette agression est vraiment significatif, si je peux le dire ainsi. Déjà, nous avons, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, nous sommes une économie qui est extravertie. Tout est tourné vers l'extérieur. C'est-à-dire. On importe ici, même les cure-dents. Ouais, on importe. Cure-dents et dans l'été. Ouais. Et dans l'été. Et puis, on a beaucoup. Il y a beaucoup de bois ici. On importe même les oranges. Même les oranges. On importe. Même les oignons, on importe. Et voilà. Donc, c'est-à-dire déjà, notre économie n'est pas assez stable. Et si nous ajoutons tout ce qui se vit dans la partie Est, donc ça nous fragilise encore davantage. Et déjà, par rapport à la situation actuelle à l'Est du pays, déjà, il faut noter que les impacts dont il est question, moi je vais essayer de les lister Oui, allez-y rapidement. Lister tout ce qu'il y a comme impact dans l'économie congolaise actuellement. Déjà, il faut noter que nous avons une loi des finances pour chaque exercice. C'est-à-dire pour l'exercice 2025, il y avait aussi une loi des finances. Votée en septembre 2024. Exactement. La loi des finances était un plan financier annuel d'un État. C'est-à-dire c'est dans ces documents que l'on prévoit d'un côté les recettes qu'il faut mobiliser et de l'autre côté il y a la partie dépenses qu'il faut engager, c'est-à-dire autoriser au cours d'une année donnée. Alors par rapport à tout ce qui se vit à l'Est, on ne doit pas ignorer le fait que déjà dans tout ce qui a été prévu, même voté comme tu l'as bien dit, la loi des finances, je ne pense pas que les moyens qui sont actuellement déboursés pour cet effort de guerre étaient prévus comme ça. Parce que dans la loi des finances, tous les secteurs sont... il y a les crédits qui sont alloués pour chaque secteur. Oui, c'est-à-dire... Dani, mais revenons un peu à l'initial. Ouais. En 2024, nous vivions toujours cette même crise sécuritaire. Elle nous a amenés jusqu'en 2025. Et la loi des finances, utilisée en 2025 a été votée à la session de septembre 2024 au niveau du Parlement. Mais quel est le crédit qui a été alloué à la branche sécurité? Ça peut être estimé à quel pourcentage? Entre les budgets alloués au fonctionnement des institutions et les budgets alloués
à l'axe sécurité, tu peux faire l'équilibre ou il y a un déséquilibre? Il y a un déséquilibre total, donc il n'y a même pas comparaison. C'est-à-dire les fonds qui sont alloués pour les frais de fonctionnement seulement et ce qui doit être alloué à l'effort de guerre, il n'y a vraiment pas match. Il y a vraiment un très grand écart. Et là maintenant, nous sommes obligés de faire quoi? D'aller encore vers cette démarche qu'il faut aller réduire les trains de vie des institutions. Or, au préalable, sachant que la partie est de la RDC a toujours été menacée, il fallait que lorsque la loi des finances était encore en train d'être rédigée, qu'on tienne compte de tous ces paramètres-là. Or, c'est la chose qui n'a pas été faite. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a toujours été pris à la légère. C'est-à-dire que c'est un secteur quasiment négligé. Les secteurs sécuritaires. C'est-à-dire, c'est quand seulement le feu arrive que l'on se rende compte qu'il fallait nécessairement y réfléchir bien avant. Or, normalement, dans un pays comme le nôtre, qui est tout le temps menacé, il fallait que dans les lignes de crédit, lignes budgétaires, qu'on puisse prévoir assez de liquidités, assez de crédits pour les efforts de guerre. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Donc, il faut qu'on revoie cette approche, sinon donc, ça donne l'impression que cette question est négligée parce que la guerre égale l'argent. On ne peut pas combattre sans moyens financiers. Exactement. C'est-à-dire, à ce niveau ici, déjà, vous verrez qu'il y a vraiment un grand impact, un impact négatif. Déjà, pourquoi? Parce que déjà, cette loi-là ne sera pas exécutée comme prévu. Il y aura un décalage. C'est-à-dire, la partie mobilisation de recettes et la partie des dépenses, c'est-à-dire affectation de ces recettes, il y aura un grand écart. C'est-à-dire, si nous arrivons à la fin de l'exercice 2025, sûrement, je l'estime, je ne suis pas prophète, mais il y aura, nous aurons un budget déficitaire. Pourquoi? Parce que les dépenses qu'on aura engagées seront très loin supérieures aux mobilisations de recettes prévues pour l'année 2025. Déjà parce que il faut retenir que la partie Est, donc la ville-province de Goma, contribue aussi significativement au budget de l'État. Significativement. Et comme toutes les activités sont paralysées, c'est-à-dire que cette partie-là des mobilisations de recettes est quasiment aussi supprimée. Et vous voyez qu'il y aura des répercussions dans l'affectation de ce que nous aurons comme recettes aux dépenses qui sont prévues dans cette loi des finances 2025. Et pensez-vous que la réduction du train de vie des institutions tant prônées pourrait résoudre, tant soit fait cette situation, pourrait apporter une solution? Vous chutez par là? Bon, je pense, oui, en quelque sorte, ça peut faire quelque chose, mais ça ne sera pas quelque chose de concret. Pourquoi? Parce que cette question ne pouvait pas être traitée à la va-vite. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, normalement, devait être analysé profondément au niveau du Parlement et prévoir assez du crédit pour faire face à cette agression qui sévit dans la partie est du pays. Mais pourquoi, c'est une question à laquelle tout le monde doit répondre, pourquoi dans notre pays n'arrive-t-on pas à allouer le plus de crédits au secteur sécurité, renseignement et défense qu'au secteur du fonctionnement des institutions? Pourquoi le fonctionnement des institutions est aussi mythique qu'on les pense? Pourquoi les institutions prennent la grosse part du budget que les secteurs primaires comme l'emploi, la sécurité, le transport, ainsi de suite? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ces allocations? Bon, moi je pense que d'un côté, c'est aussi l'irresponsabilité de notre gouvernement. Pourquoi? Je m'explique. Parce que normalement, la question sécuritaire est une question primordiale pour chaque État. C'est-à-dire, on doit à tout prix, donc il y a un prix à payer pour la sauvegarde de notre souveraineté. C'est-à-dire, au préalable, c'est vraiment cette question de souveraineté qui devrait être traitée avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'attention. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait dans le contexte de notre pays. Mais je voulais aussi compléter un autre impact par rapport toujours aux impacts que je voulais énumérer. Il y a aussi le climat des affaires qui est menacé. Déjà, avec ce qui sévit à l'est du pays, dites-moi, quel est cet investisseur qui pourrait accepter... Et surtout que certains ont été pillés. Ouais, certains ont été pillés, certains déjà sont en train
de fermer déjà leurs portes pour se retirer. Et déjà, là, c'est déjà un autre choc qui vient. Mais le président a fait beaucoup de voyages, justement, en recherche des investisseurs. Oui, mais on peut aller chercher les investisseurs, mais les investisseurs acceptent aussi un certain plutôt nombre de conditionnalités pour venir investir leur argent. Ils ne peuvent pas prendre le risque de venir avec toute leur fortune dans un pays où la paix n'est pas garantie. C'est-à-dire, pour qu'un investisseur se sent très engagé pour venir investir dans un pays, il doit s'assurer que là-bas, le climat des affaires est propice. Je viens, je m'installe, il y a la sécurité, il y a le calme, les opérations peuvent se faire de manière normale et voilà. C'est comme ça que les investisseurs peuvent être attirés à venir investir ici en RDC. Merci. Donc le gouvernement a tout intérêt à travailler pour que la paix soit finalement restaurée parce que c'est de là que dépend la bonne marche du pays. Elie, vous prenez la parole. Qu'est-ce que vous voyez sur les plans économiques comme impact de notre budget quand on sait qu'on importe tout, cure-dents, tout ce qu'il y a à manger et qu'on sort, on importe. On ne produit rien pour garantir le plus des moyens financiers. Jonas, merci beaucoup pour la question. Déjà, il faut noter que l'économie est un facteur clé pour le développement d'un pays. C'est parmi même l'élément qui définit la puissance d'un État. Alors, par rapport aux conséquences économiques dues à l'insécurité à l'est de la République, il faut noter qu'elles sont énormes. Déjà, quand vous voyez la ville de Goma, aujourd'hui, on peut dire que elle ne produit absolument rien. Ça cause un déficit économique au niveau national. Et aussi, il faut aussi savoir que non seulement ça ne nous permet pas de maintenir les caps budgétaires, ça nous enfonce de plus en plus. Dans les caractères déficitaires que Dani a évoqués. Bien évidemment, parce que quand vous avez les 3000 morts, les gouvernements, en tant que pays provident, doit subvenir aux problèmes humanitaires qui se vissent au sein du pays. Il est en interrogation, il est en obligation plutôt de résoudre ou bien de prendre en charge tous ces cadavres. Ils doivent être enterrés. Et aussi, on doit augmenter l'enveloppe budgétaire. Là sont même connus. Est-ce que le gouvernement congolais peut nous dire aujourd'hui que dans la partie Est, il y a tel sur les 3000 morts, voici leur nom? Est-ce qu'il est capable de connaître nos cadavres en nous? Impossible, parce que nous sommes dans un pays. Nos cadavres n'ont pas de nom. Nous sommes dans un pays où l'identification d'abord des populations pose problème. Donc, nous avait promis qu'en 2025 ici, il y aurait identification des populations, chose qui malheureusement n'a jamais été faite. Jonas Champa souffrait que je vous dise que... parce que là, on a l'argument. En fait, je m'attendais vraiment à avoir ma carte d'identification. Cette année, malheureusement, nous sommes dans un pays où les promesses sont toujours beaucoup plus brandies, mais la réalité n'est pas toujours... Jonathan, pour conclure directement, quelles conséquences économiques cette guerre nous impose quand on sait que notre pays a d'abord un problème de mobilisation des recettes, ça c'est vrai. Tous les budgets votés ne sont pas mobilisés à la hauteur estimée et que les budgets sont toujours déficitaires. Mais comment voyez-vous les gouvernements congolais se prendre, surmonter cette chute économique pour finalement continuer à maintenir la vie sociale, ainsi de suite, et qu'on sort avec cet élan quand on sait que les fonds sont toujours à chercher?
Merci. Pour moi, je pense que d'abord, le gouvernement congolais est vraiment dans une situation très difficile au départ, que notre économie est d'abord extravertie. Nous n'avions pas réussi à diversifier l'économie pour pouvoir avoir beaucoup de moyens et affecter dans d'autres secteurs. Et pendant ces moments de crise, ça sera vraiment très difficile que notre gouvernement puisse en sortir et satisfaire aux besoins de la population. Parce que, premièrement, cette situation de guerre est en train d'entraîner l'augmentation des dépenses publiques. Et par exemple, les déplacés de cœur ils doivent être pris en charge socialement et humanitairement par le gouvernement. Et puis, c'est une situation qui crée l'instabilité des affaires. Quel est cet investisseur qui pourrait venir investir dans un pays en insécurité? Or, l'investissement fait partie des sources de financement de l'économie d'un État. Et puis, le fait que la plupart des zones occupées sont des zones stratégiques, des minéraux, et le gouvernement n'a pas le contrôle de ces zones, ça lui prive de recettes. Et ça va créer des déficits budgétaires, les dépenses sont supérieures par rapport à la mobilisation des recettes. Donc ça va nous mettre dans une condition très difficile, parce que nous n'avons pas la politique d'anticipation. Nous ne sommes pas un État anthropologique comme on nous a enseigné en relations internationales qui anticipe les choses. Normalement, par rapport à notre situation, par rapport à la situation d'insécurité de l'Est, on devrait normalement chercher à relancer les activités économiques telles que l'agriculture pour pouvoir avoir assez de moyens. Mais nous n'avions pas tenu compte de cet aspect et aujourd'hui nous sommes en train de subir. Vous voyez? Alors que Dieu nous a donné des atouts nécessaires qui peuvent nous aider à avoir assez de moyens. Mais les Kounouna qui produisaient à Kanyamaka, c'est là. C'est comme si les activités champêtres pour lesquelles ils étaient expédiés, d'abord, c'est comme si ces activités-là tournent au ralenti et que c'est plus la production des banques qui est promise. Mais cette production, ça ne représente rien du tout. Et puis, pour avoir un résultat positif dans le secteur économique, il faut que nous puissions industrialiser nos activités de production. Et une production artisanale, qu'est-ce que ça va apporter? C'est pourquoi nous sommes dans une situation très difficile financièrement face à cette situation d'agression et ainsi de suite. Donc vraiment, cette situation doit nous interpeller à prendre la gestion de notre pays au sérieux. Et parce que l'armée dépend toujours du secteur économique. Et parce que l'armée, pour que les objectifs militaires soient soutenus, il faut que l'État puisse avoir assez de moyens. En diversifiant notre économie, on aura assez de moyens et on sera en mesure de bien affecter les crédits dans d'autres secteurs, ainsi de suite. Merci beaucoup, cher Jonathan. Merci Elie. Merci Dani. Votre active participation à cette émission Écho de l'école des communicateurs. C'en est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur les antennes de CML13. À la prochaine occasion pour un autre numéro. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs.